Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, d'ores et déjà je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et excellente année 2025, pleine de santé et de bonheur pour vous et vos proches, c'est important. Et comme c'est plus ou moins la tradition sur ma chaîne en ce 1er janvier, je reviens ici sur une œuvre culte. Alors peut-être pas ici dans le plus grand commun des mortels, mais quand même, un film d'animation qui a marqué son époque, qui fêtera ses 20 ans d'ailleurs cette année, puisque sorti en 2005, Wallace et Gromit, The Curse of the Were-Rabbit, ou en version française, Le mystère du lapin-garou. Une franchise célèbre pour le studio Aardman. Depuis la fin des années 80, il y a eu des courts et moyens métrages avant, que j'ai tous vus, ceux d'avant, parce qu'il y en a eu un après cette œuvre qui va être ici mise en avant. Donc je la verrai avant la sortie, très bientôt, là, d'ici 3-4 jours, du deuxième long, voilà, c'est Gromit, sur Netflix. Et oui, comme Chicken Run 2, en espérant que la qualité soit toujours au rendez-vous et que surtout les créateurs de base restent associés au projet. J'avoue, j'ai pas vérifié. Car qui nous retrouvons derrière, donc ici, le mystère du lapin-garou, le duo Nick Park et Steve Box, qui sont là depuis le début. Nick Park, c'est le créateur évidemment, hein, et celui qui fera aussi Shaun le Mouton notamment, hein, Shaun le Mouton, qui a eu son origin story dans Rasé de près, hein, le précédent, voilà, c'est Gromit. Et j'en profite ici pour saluer mon compère de toujours, Landy Manchet du ciné, qui m'a fait rentrer dans cet univers par Shaun le Mouton, avant de me faire découvrir deux court moyen métrage, voilà, c'est Gromit, même si j'ai découvert Aardman avant avec Chicken Run. Voilà. Et précision importante ici, il s'agit de la première collaboration, du moins pour Wallace et Gromit, entre Aardman et le studio DreamWorks, qui avait, on va dire, fait une association avec Aardman. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? J'avoue, là, je manque un petit peu de contexte, mais pas grave, le prochain sort sur Netflix. Bon, à suivre. Et on le voit ici, au niveau production, qu'il y a eu une upgrade. 10 ans après, donc, Rasé de près, Close Shave, qui était le précédent travail, voilà, c'est Gromit. Mais il faut savoir que le mystère du lapin-garou a mis plus de 5 ans à être mis en place. C'est normal, c'est de l'animation en stop motion, très artisanale, avec un savoir-faire précis qui demande toujours du temps. Notez que d'ailleurs, au scénario, nous avons aussi Bob Baker, ok. Bref, c'est vraiment l'équipe de base d'Aardman, là. Et aux effets visuels, un certain Lloyd Price, qui a participé à l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc il s'y connaît très bien en stop motion. Au casting vocal en VO, nous avons le regretté Peter Sallis, qui aurait plus de 100 ans aujourd'hui et qui a enregistré à l'époque à plus de 80 ans. Ça force le respect. Bah, c'est la voix éternelle, jusqu'au prochain du coup, de Wallace. Sinon, quelques star talent ultimes, hein, pour la version originale. Helena Bonham Carter qui joue Lady Tottington et Ray Fiennes qui interprète l'antagoniste Lord Quatremain en version française. C'est très drôle ça, Quatermains. En VF, bon bah c'est des voix de comédiens de doublage habituels, il n'y a pas de star talent, etc. Alors, très important ce film quand même, parce que si je le mets en avant ici, c'est pas par hasard, c'est que il est assez ultimement abouti quand même dans l'univers de la stop motion. A-t-on fait mieux depuis? Sur le plan esthétique, je ne sais pas. Nous sommes ici dans une pure ambiance à la Hammer, hein. C'est même un hommage, film de loup-garou, évidemment, voilà. Avec l'idée du savant fou un peu aussi, tout ça. Ça lorgne même vers King Kong à un moment, tout simplement. Et on va suivre donc les aventures de Wallace et Gromit qui sont devenus pas des dératiseurs, mais des délapinalisateurs, bon bref, qui protègent les potagers des gens. Non pas en tuant les lapins qui viennent manger les légumes, non, non, non. Après, ils les récupèrent et ils les élèvent dans la cave. Ça reste quand même très sympa et animals friendly, si vous voulez. Cependant, alors qu'un grand concours de légumes approche, organisé par Lady Tottington, d'ailleurs, des très gros légumes, hein, ça donne presque envie d'en faire plein de soupe, ou de les manger. Et ben, c'est que à un moment, les lapins, ok, c'est une chose, mais il va y avoir visiblement une sorte de monstre qui attaque ces gros légumes. Tout est dans l'idée de la grandeur ici, de la démesure. Et donc, on va peut-être faire face à un moment à ce lapin-garou qui va révéler quelques petites surprises pour les spectateurs dans un twist absolument succulent qui renforce l'ensemble avec même donc ce lien ultime que nous avons entre Wallace et Gromit. Je ne vais pas faire de zone spoiler ici, même si ça pourrait le mériter. En tout cas,
c'est vraiment écrit au fil du rasoir. C'est rasé de près au niveau du scénario, quoi. Alors, bah oui, c'est l'aboutissement d'un univers absolu. Moi, j'aime beaucoup, voilà, ces gros mythes, même si je l'ai découvert donc tardivement, de ce que j'ai vu jusqu'ici. Il me reste donc encore un moyen court à voir avant le prochain à découvrir. Ok. Et ce qui est très fort déjà, c'est la patte Hardman, qu'on retrouvera dans Shaun le Mouton. C'est pas pour rien que Shaun le Mouton apparaît donc, dans le précédent. Parce que Shaun le Mouton, il y a aussi un chien d'ailleurs, et la relation entre le fermier, le chien et le mouton. Là, on a cette relation humaine-animale, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a bon, évidemment une forme d'anthropisation, enfin bref, humanisation, je me mélange dans les termes, de Gromit, le chien, qui certes marche à quatre pattes, mais parfois il est debout et il a une ingéniosité extraordinaire, puisque là, les nouvelles technologies sont mises en avant. C'était déjà un peu le cas, d'ailleurs, dans le précédent, qui est vraiment une... Ici, on est dans la continuité de raser de près pour plein de points, y compris dans l'upgrade, qui va encore plus loin dans l'upgrade, forcément. Et Gromit, c'est quelqu'un d'hyper intelligent. C'est le chien savant, quoi. Et son maître aussi, les deux, vraiment, entretiennent une relation très proche. Ce n'est pas juste un maître et son animal de compagnie, là. C'est comme deux frères, quoi. Deux amis qui vivent en coloc depuis très longtemps. Et dans cette œuvre-là, ce qui est drôle, c'est que, on le sait, si vous connaissez l'univers, que, voilà, ça adore le fromage. Le premier cours sur la Lune, qui est assez faiblard visuellement, il faut l'avouer, mais bon, pour l'époque, c'était déjà fou. Il lance le ton, quoi, les crackers et le fromage. Et bien ici, voilà, s'il doit faire un régime. Et Gromit, c'est un petit peu comme un père de substitution avec ça, c'est qu'il lui empêche, avec des tapettes de souris, hein, d'accéder au fromage, à sa réserve secrète, cachée derrière des livres. Et donc il doit se mettre aux légumes. Et ça, c'est hyper intéressant et important par rapport à l'évolution du film. Donc il y a ça qui est passionnant, et puis derrière, donc c'est très légumisé comme métrage. Derrière, après, on déroule pas mal de choses dans une sorte de, donc oui, je le disais, ambiance horreur à l'ancienne, mais un travail d'animation, mais exceptionnel. Je ne sais pas si vraiment on a fait mieux en stop motion depuis. Est-ce possible d'ailleurs de faire mieux sans faire trop entrer l'univers numérique? Parce qu'il y a du numérique, évidemment, on le sent là, sur la synthétisation de certains décors notamment. Mais sur le déplacement et tout, on voit que ça a été fait avec minutie. Bon, il y a dû avoir quelques rajouts ordinateurs, bien évidemment. Mais alors, il y a une fluidité qui reste quand même Hardman. À des moments, on voit les personnages en pâte à modeler, si vous voulez. On voit ces petites modifications, ces transformations aussi, c'est intéressant, parce qu'on joue beaucoup sur les corps et la monstrisation, si vous voulez, de certains éléments, bien sûr. Mais c'est palpable, quoi. J'aime beaucoup cet univers-là. Et après, bah, évidemment, dans le montage. Parce que la réalisation, il y en a, la réalisation. Il y a toujours de la réalisation dans les films d'animation, stop motion et tout, comme dans les films live action. Et là, il y a un rythme absolu sur les moments d'action, parce qu'il y a beaucoup d'action, d'enchaînement, notamment au début, quand les deux se lèvent le matin pour devenir les employés et intervenir rapidement. Ce truc de mécanique dans tous les sens, qui était déjà présenté dans le précédent volet, hein, si vous voulez. C'est pour ça que là, on est dans une forme de continuité absolue. Et c'est vraiment magistral. Et puis les répliques, les petits clins d'œil, parce que on le sait, on le sent que ce film a été fait pour les fans. Mais pas que, vous pouvez découvrir voilà, c'est Gromit avec cette œuvre-là. Le fan service, si vous voulez, est hyper bien intégré. C'est que c'est pas forcé, c'est ça qui est la force du truc aussi. Et que, bah oui, il y a des références plus ou moins directes au précédent, et visuellement surtout. Je pense au pingouin, au manchot méchant là, du précédent, qui apparaît comme une sorte de petite statue là, sur l'église, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein. Enfin bon bref, ou sur le palace de Lady Tottington, j'ai un doute. Mais bon, et puis bah, il y a un barbier qui s'appelle Rasé de près, et puis bien sûr le rapport à la Lune et le fromage, de toute façon c'est lié, avec la fusée qui avait amené nos deux héros, donc sur la Lune, qui est en encadré, hein. C'est comme si leurs aventures étaient quand même immortalisées sur le mur. D'ailleurs, on apprend que Gromit est allé à Dogwarts, c'est Poudlard pour les chiens, je sais pas comment on traduirait en français, on peut pas, bon bref. Et oui, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui montrent qu'on est quand même dans le même univers, mais là, on développe autre chose. Cette idée, en plus, de rendre aussi hommage à ces films ancestraux où t'as un village qui a peur de l'envahisseur, du monstre, oui.
avec ces villageois un peu foufous là, qui prennent soin de leurs légumes et qui n'ont pas grand chose d'autre à faire. Il y a une forme d'ironie derrière aussi. La dame avec son gros potiron, l'autre avec son artichaut par exemple. Mais même Gromit lui-même qui prend soin d'une sorte de courgette là. Bah ouais, on aime les animaux, on aime les légumes dans le film. Et donc évidemment, le lapin-garou derrière n'est peut-être pas celui que l'on croit. Et l'histoire de Jeannot, là, ou Hutch en version originale, alors c'est intéressant parce qu'il va y avoir l'idée de transfert aussi, l'idée du Frankenstein, mais pas par recomposition de corps, ici plutôt par échange. Et c'est là où ça donne lieu aussi à des moments hyper comiques, notamment par Wallace qui s'intéresse beaucoup à Lady Tartington. Là aussi, c'est un trope qui est repris du précédent. Potentiel love interest du héros, mais bon, avec la maladresse qui va avec, quoi. Et oui, des trucs qui sont repris sur comment cacher quelque chose qui visuellement pourrait faire peur. Ça me rappelle à la fois Professeur Folding et Une nuit en enfer sur certains points. Voilà. Pour les références de la main qui se transforme, voilà, attention, faut pas montrer, faut pas faire peur, il faut essayer de gérer la situation comme on peut. Et heureusement que Gromit est là, parce que lui, comme d'habitude, il va sauver peut-être la mise, mais je vous dis pas comment. Et j'aime bien aussi, alors, les deux personnages principaux rajoutés. Alors, on va parler aussi du révérend, vite fait, qui est très marquant, avec ses va des rétro-satanas à force de concombre, là. Un personnage qui pourrait sortir tout droit de Brain Dead, hein, si vous voulez. Mais il n'est pas utilisé tel quel. Et c'est surtout, donc, Lady Tartington et le Lord Quatre-Mains, Victor. Ah, c'est bien, ça. C'est très stéréotypé, cliché, bien sûr. Ça dézingue un peu, j'ai envie de dire, la noblesse britannique, bien sûr, ça aussi. Mais oui, c'est bien construit, avec donc cet antagoniste qui va devenir le chasseur hein, de lapin-garou. Un peu le Vampelt version Jumanji, ici, pour Wallace et Gromit. Si vous avez la référence. Donc c'est super bien géré. On s'ennuie pas. Il y a le côté enfantin pour les plus jeunes, oui, mais il y a aussi l'idée que les adultes peuvent apprécier. Donc c'est un film familial à voir. Là, il reste peut-être encore 2-3 jours, oui, je crois, quand même, de vacances, bien évidemment, avant la sortie du film Netflix. Donc revoyez-le ensemble ou découvrez-le en famille, tout simplement. C'est un plaisir de le mettre en avant ici. Et bien sûr que je m'intéresserai donc au suivant. Je vais quand même donner son nom, parce que je ne l'ai pas en tête, là, en enregistrant la vidéo. Donc, sorti sur Netflix, je crois que c'est le 4 janvier, si je ne dis pas de bêtises. Wallace et Gromit, la palme de la vengeance. Savoir, du coup, si les créateurs ont gardé la patte artistique, que Netflix n'est pas trop intervenu dans le lot. Je peux le dire d'ailleurs d'avance, voilà, je vais le dire maintenant, c'est la direct, ou en direct, oui, c'est toujours Nick Park derrière, mais il n'y a plus son comparse. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, en particulier votre approche et relation personnelle avec l'univers Wallace et Gromit ou Aardman Stop Motion en général. On en discute, et une nouvelle fois, profitez bien des vôtres en cette nouvelle année, parce que, on avance. L'important, c'est toujours d'aller de l'avant avec ce qu'on aime. À la prochaine, ciao.